Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Troubles du spectre autistique, c'est le sujet de ce soir. Près d'une personne sur 150 environ dans le monde souffre de ce trouble. Il se manifeste dès la petite enfance et a des conséquences à différents niveaux et degrés sur les sphères de développement de l'enfant. Autonomie, interaction et participation sociale de la personne autiste, le diagnostic est crucial pour intervenir le plus précocement possible afin que les personnes souffrant de ce trouble soient incluses dans la société. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Madame Zakia Dafir. Vous êtes orthophoniste, cadre de santé et membre de l'association RAIT. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors parlez-nous tout d'abord de ce trouble du spectre autistique. Qu'est-ce que c'est ? Ok, donc on va essayer un petit peu de parler d'une définition un petit peu qui va être informative mais à la fois efficace. Donc si on va parler d'autisme, on va en premier lieu parler d'un trouble neurodéveloppemental. Donc à souligner que si on est autiste, c'est-à-dire qu'on est né autiste et qu'on va mourir autiste. D'accord. Donc l'autisme, il n'est pas acquis. Si on est exposé à la télé, au téléphone, ou on a une exposition excessive, par exemple, aux écrans, oui, on aura des difficultés, oui, on aura un retard, mais on ne va pas avoir l'autisme. On est né autiste et on meurt autiste. D'accord, donc ce n'est pas lié à un environnement particulier ou à un comportement particulier. Les troubles, donc ce trouble du spectre autistique, chaque personne se situe à un degré particulier. Comment ça se passe au niveau du diagnostic ? Alors on sait que selon les classifications mondiales, que ce soit le DCM-5 ou le CIE-11, on sait qu'on a des degrés d'autisme. Et donc on a 4 degrés. On sait qu'on a certains enfants autistes ou personnes autistes qui vont pouvoir s'intégrer dans la société, qui vont pouvoir être scolarisés, communiquer de manière ou autre, avoir un moyen de communication en outre. Mais on sait qu'on a des personnes autistes dont l'objectif sera l'autonomie, sera l'intégration sensorielle, sera de surpasser les défis causés par le handicap. Et donc là, on parle de 4 degrés différents qui doivent être, dont on doit sensibiliser les parents ainsi les intervenants, parce que la mise en place d'objectifs, elle est très importante quant à le suivi des patients. Et si on n'est pas conscient des défis liés à chaque degré d'autisme, on sera en difficulté en tant que spécialiste, mais en tant que parent aussi, quant à les objectifs qu'on pourra poser et peut-être qu'on ne pourra pas atteindre. À partir de quel âge on peut diagnostiquer un enfant autiste ? On peut parler d'un diagnostic précoce à l'âge de 2 ans. Donc c'est un diagnostic qui peut être... On peut commencer à parler d'autisme à partir de 2 ans et on peut suspecter l'autisme aussi. Donc on a les pédopsychiatres qui ont tendance un petit peu, mais aussi nous les spécialistes, à attendre pour être sûrs. Donc on peut, si on suspecte l'autisme, travailler avec l'enfant sur les signes d'autisme précoce et après trancher sur le diagnostic vers l'âge de 3 ans. Mais donc à partir de 2 ans, on peut parler d'autisme. Donc à partir de 3 ans, on peut avoir un diagnostic définitif. Oui, exactement. Et quels sont les symptômes vous parliez de symptômes à surveiller précocement. Donc on va parler un petit peu de symptômes principaux chez les autistes et je vais parler des dernières données scientifiques. Donc actuellement on a une dyade symptomatique, donc on a 2 signes principaux que sont des troubles de la communication et aussi des troubles d'interaction. Mais à côté de ça, on parle aussi de particularités d'ordre sensoriel. Donc on aura des enfants qui ont des problèmes sensoriels au niveau des 5 sens. C'est-à-dire on sait qu'on a 5 sens, le toucher, la vision, l'odorat, et ainsi de suite, les 5 sens qu'on connaît. Chez les personnes autistes, ces 5 sens, ils sont un petit peu... on a des problèmes, on a des troubles. Soit l'enfant, il va être hypersensible ou hyposensible, et on peut avoir des différences entre les 5 sens qu'on a, mais sans parler de la proprioception et du côté vestibulaire aussi, on parle de 7. Mais les 5 principaux, on trouve des problèmes chez les autistes, donc une perception du monde un petit peu différente, une interaction avec le monde un petit peu différente. Il a tendance à percevoir des bruits que moi, par exemple, je vais pas pouvoir les percevoir ou les capter, mais l'enfant autiste, oui. Là, on parle d'hypersensibilité.
Et donc, ces particularités sensorielles, c'est ce qui cause les troubles de comportement. Et donc, les troubles de comportement, c'est ce qui cause des problèmes d'acquisition d'autonomie, d'une interaction normale, et ainsi de suite. Donc, et aussi, à côté des particularités sensorielles, on a aussi des problèmes, des comportements répétitifs et un intérêt restreint pour l'environnement. Donc, ça, c'est les principaux signes, mais aussi les signes qu'on prend en considération pour le diagnostic. D'accord. Sans aller en détail. Vous êtes membre donc de l'association RAITS, donc vous êtes une actrice engagée. Aujourd'hui, vous travaillez avec ces enfants atteints de ce spectre autistique. Sur quels aspects de l'autisme vous concentrez-vous en particulier? Alors, pour parler un petit peu de l'association RAITS, elle a été fondée en 2022. Elle a, dès le début, été spécialisée dans la prise en charge d'enfants autistes, de personnes autistes généralement, leur prise en charge, la recherche, le suivi, aussi l'accompagnement des familles et surtout les parents. Et donc, dès le début de l'association, le premier projet sur lequel elle a travaillé, il était la gestion, aussi la direction du centre Réaya. Donc, l'association, dès son intégration du centre, on avait su que c'était l'un des premiers dans son genre, surtout la catégorie d'enfants dans la région. On a su qu'on avait un défi de quantité, mais aussi qualité. Donc, le premier objectif, c'était le travail sur la liste d'attente. On devait minimiser le nombre d'enfants en liste d'attente, mais aussi, ce n'était pas juste question de quantité d'enfants, mais aussi la qualité. Donc, on devait travailler sur la mise en place d'un plan de gestion, mais aussi un plan intensifié et adapté de travail, qui sera à la fois adapté aux besoins de chaque enfant selon son degré d'autisme, mais aussi qui permettra une progression selon chaque profil, donc chaque degré dont on a parlé précédemment. Donc, au niveau de l'association, quand on parle de qualité, on a été dans une approche multidisciplinaire. Donc, nous avons travaillé sur la mise en place d'équipes ou de groupes de spécialistes, donc en 3 spécialités que sont l'orthophonie, la psychomotricité, aussi la psychologie. Donc, ces 3 spécialistes travaillent sur l'évaluation continue, ce qui permet d'ajuster les programmes qu'ils mettent en place. Et ces programmes sont travaillés au quotidien par nos éducateurs spécialisés qui, eux, sont chargés d'un accompagnement quotidien des enfants. Parlez-nous de ces programmes, avec un peu plus de détails. OK. Pour parler des programmes mis en place par les spécialistes, donc je vais essayer de donner une vision globale des faits. Donc, on sait qu'un enfant autiste, dès sa naissance, il a des problèmes sensoriels. Des problèmes sensoriels, ça va donner des troubles de comportement. Et les parents, aussi les intervenants, ils doivent comprendre cette chronologie des faits. Donc, des problèmes de comportement, d'acquisition d'autonomie, ainsi de suite, on va avoir l'intervention du psychologue qui, lui, va venir faire une évaluation assez, on va dire, assez globale de l'enfant. Il va essayer de comprendre tous les aspects de la personnalité, comportement, lié à quoi. J'ai un comportement problématique, pourquoi? J'ai un problème d'acquisition d'autonomie, par exemple, pourquoi? Donc, il va mettre un plan d'intervention qui va venir, il va commencer en premier lieu par la mise en place de qu'est-ce que sont les renforçateurs qui vont me permettre de travailler avec cet enfant et avoir une certaine interaction avec lui. Parce qu'une personne autiste, elle ne veut pas apprendre, elle ne veut rien savoir. D'accord. D'accord. Donc, le psychologue va mettre un programme qui va travailler en premier lieu sur l'acquisition d'autonomie, le comportement problématique, ainsi de suite. Et ce programme, il sera appliqué par l'éducateur spécialisé au quotidien. On sait que même nous, dans notre évolution normale, la première voie qui est activée, c'est les sens. Après les sens, on commence à reconnaître notre corps, les parties de notre corps. Nos sens, ils doivent être améliorés. Je connais, c'est ma main, c'est ta main droite, c'est ma main droite, c'est mon œil, etc. Ce qui permet de s'intégrer dans le monde. Donc là, on aura l'intervention du psychomotricien. D'accord. D'accord. Ensuite, on aura l'intervention de l'orthophoniste qui, elle, va travailler sur la communication, les bases de communication et tout ce qui est académique par la suite, si l'enfant il a l'âge mental qui va lui permettre d'apprendre tout ce qui est académique. D'accord. Et donc, tous ensemble, on doit travailler en harmonie pour pouvoir permettre une acquisition dans un ordre chronologique exact et qui va permettre par la suite une évolution exacte et positif. Et quel type d'outils et de support utilisez-vous dans cet accompagnement?
Alors si on va parler de tests ou rééducation? De manière générale. Alors de manière générale, nous, en tant qu'association, on a su qu'il y avait des défis quant à l'évaluation objective dès le début. Ça, on le sait. Donc on avait commencé par l'acquisition de 2 tests des plus importants, on va dire le PEPR, le profil psychoéducatif qui permet d'évaluer l'âge mental de l'enfant. Donc je sais que j'ai un enfant qui a un âge réel, par exemple 14 ans, mais son âge mental, il est à 8 mois, par exemple. Donc ce test, il va permettre d'évaluer l'âge mental exact. Et l'âge mental, il va permettre de mettre en place des objectifs qui seront adaptés à l'âge mental de l'enfant. Si j'ai un enfant, par exemple, avec un âge mental de 8 mois, je ne vais pas commencer à lui apprendre les alphabets. On sera en échec. Mais c'est des enfants qui peuvent intégrer une scolarité plus ou moins normale? On parle toujours d'accompagnement, AVS, auxiliaire de vie scolaire, qui sera toujours là avec l'enfant. Il y a des cas où l'enfant il peut être seul. Mais on ne peut pas parler d'une scolarisation normale parce qu'on a un trouble permanent, durable, non curable. Et donc, il a toujours besoin d'une prise en charge spécifiée. On a toujours un handicap qui sera causé par le trouble, qui est l'autisme, que ce soit au niveau des interactions, que ce soit au niveau de la perception du monde. Même un petit changement dans la routine de l'enfant pourra causer une crise. Et donc, la normalité, on ne pourra pas en parler, mais on va parler de proche du normal et capable de s'intégrer. S'intégrer, c'est-à-dire travailler, avoir un emploi? À peu près. À peu près. Là, on parle d'un degré d'autisme qui est léger et donc qui va permettre à la personne de s'intégrer, d'être autonome, d'être efficace. Mais vraiment, il faut toujours un suivi, un accompagnement. Et surtout aussi, on sait viser les problèmes et les handicaps dont la personne souffre, elle pourra s'améliorer, elle pourra s'intégrer de manière ou autre. Pour conclure, parlons des parents. Quelle approche les parents doivent adapter une fois qu'ils savent que l'enfant est diagnostiqué, qu'il est atteint donc, de ce spectre autistique? Comment peut-il faire évoluer son enfant, adopter les bons comportements, les bons gestes? Alors déjà, dès l'annonce du diagnostic, on essaie de faire une petite sensibilisation, une petite formation aux parents qui va leur permettre de plus ou moins apercevoir le trouble d'une vision un petit peu partagée avec le spécialiste. Et donc, même si on sait que les autistes, on a un problème toujours de généralisation. Donc, si j'apprends une compétence, j'ai des difficultés à la généraliser avec tous les acteurs de ma vie. Par exemple, j'ai acquis cette compétence avec l'orthophoniste. Pour que nous, on considère qu'elle est acquise, elle doit être acquise avec le psychomotricien, le psychologue, mais aussi les parents. Donc, en dehors de l'endroit de rééducation. Alors, avec les parents, on essaye le plus de travailler sur une approche collaborative, de les intégrer dans le travail de leur enfant, de aussi travailler sur l'aspect psychologique. On doit toujours être motivé, toujours avoir cette envie de s'améliorer, de comprendre mon enfant, de savoir analyser son comportement. Parce que quand même, l'autisme, on parle d'un handicap qui est quand même assez spécial. Et donc, j'ai besoin d'avoir une vision assez minutieuse de mon enfant, savoir ce qui le dérange, ce qui ne le dérange pas. J'ai un comportement problématique, je vais devoir savoir analyser les antécédents. Donc, en tant que parent, il faut vraiment avoir une approche collaborative avec les spécialistes et savoir être à l'écoute. Voilà. Merci à vous, Madame Zakia Dafir. Je rappelle que vous êtes donc orthophoniste, cadre de santé et membre de l'association GREAT. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. De même. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet.